cet anniversaire, ces 80 ans de la sécurité sociale, en ces temps particulièrement difficiles pour la sécurité sociale, comme pour beaucoup d'autres entités qui ont pourtant vraiment une vocation très importante dans notre quotidien. Je pense que c'est important de pouvoir marquer cet anniversaire. Je remercie Christian Tarantola qui a souhaité que cette manifestation, exposition suivie de cette intervention de M. Filoche d'être organisée sur Bruyères. C'est vraiment un plaisir et un honneur. Bien entendu, nous élus, on a un rôle important à jouer justement dans ce maintien de ces entités. C'est important pour la population, c'est important également pour l'organisation de notre fonctionnement de notre pays. Donc il faut vraiment qu'on montre notre attachement à ces entités. Et donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci, monsieur le maire. C'est très important, un maire, surtout par les temps qui courent. On en recherche et il s'agit de préserver le bien commun. La sécurité sociale fait partie de ce bien commun. Et quand je regarde la salle, je vois qu'on on est dans une classe d'âge qui doit nous rendre responsables par rapport à la transmission des valeurs qui ont créé la sécurité sociale. Mesdames, Messieurs, donc je me présente Jacques Bergeret, je suis le délégué régional du Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action sociale, responsable des 10 départements du Grand Est, et je suis le secrétaire de l'association de l'étude de l'histoire de la sécurité sociale pour la Lorraine-Champagne-Ardenne. Et voilà, et merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de l'association ADEMAT et de ses partenaires pour la manifestation de ce jour. Commencez dès cet après-midi dans son principe avec une attention particulière portée à la jeunesse, en l'invitant à la réflexion, ainsi que leurs parents, autour de la remarquable exposition des 80 ans de la sécurité sociale réalisée par la CGT Métallurgie. Et prolongée par cette soirée débat qui s'inscrit dans le cadre du projet Grand Est, la sécurité sociale à 80 ans en 2025. Ce projet a été impulsé depuis 2024 par 3 associations d'histoire, l'Association régionale d'études de l'histoire de la sécurité sociale Lorraine-Champagne-Ardenne, l'ARES, la délégation Grand Est du Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée d'action sociale, le CNAES, et l'Association d'histoire de la sécurité sociale Alsace-Moselle, la HSS Alsace-Moselle. Il a été mis en œuvre pour susciter, autant que possible, sur l'ensemble du département du Grand Est, de petites, moyennes et grandes manifestations pour échanger et faire connaître l'histoire et le sens de la sécurité sociale qui sont plutôt ignorés. Cela a été rendu possible grâce au soutien et à l'engagement de plus d'une trentaine de personnalités relayant divers réseaux au sein d'un comité de pilotage, donc autant de personnalités du Grand Est. Je ne les citerai pas. C'est ainsi que 12 manifestations différentes ont été programmées depuis le mois de mars, dont 3 colloques universitaires à Strasbourg, Troyes et Nancy. La plupart ont déjà été réalisés. Pour sa part, le groupe Projet territorial des Vosges, piloté par Jean Pierret ici présent, avec le soutien de Jean-Louis Métrel, maire de Champ-Duc, Christian Biston, conseiller municipal de Chenilles et vice-président de la Comcom de Bruyères, et Christian Tarantola, conseiller départemental du canton de Bruyères. Donc ils ont fait un bon travail préparatoire et ils ont programmé non seulement la manifestation d'aujourd'hui, mais aussi la conférence débat prévue à 10h, le 5 décembre, c'est bien ça, c'est 10h, non c'est 20h. Oui, je le disais, c'est plutôt pour les scolaires 10h. Et encore, ils se lèvent plutôt à 8h pour l'école. Et ensuite, bon, ça c'est prévu à la salle multi-activité de Saint-Étienne-les-Remiremont avec l'économiste Victor Duchesne. Alors vous pourrez suivre toute la dynamique, on va dire, de toutes ces manifestations, parce que ce qu'on cherche, et donc ce soir c'est pour ça qu'il y a du matériel, on cherche non seulement à ce qu'il y ait les débats citoyens, mais qu'on en garde la traçabilité, que ça puisse être consultable sur les sites,
et que les documents et les réflexions puissent être également accessibles aux chercheurs universitaires, et donc par le biais des vidéos, mais aussi par le biais des transcriptions des vidéos, car les universitaires aiment bien travailler directement sur des textes. Alors la soirée, elle va se dérouler de la manière suivante. En première partie, après que j'ai développé un point, mais je reviendrai tout à l'heure, on aura une intervention par rapport justement à ce qui était fait avec la jeunesse. Voilà. Et c'est Jean-Louis, c'est ça, qui va présenter, on va dire, le travail préparatoire qui a été fait dans les milieux scolaires, parce qu'on voit bien l'importance au niveau dès l'école de parler des questions de solidarité et qu'il y a une visibilité sur les outils de solidarité. La solidarité est un vain mot, il ne sert pas des outils pour la porter et la rendre réelle. Il y a trop de mots, il n'y a pas assez d'actions avec une vraie efficacité. Et puis ensuite, on aura l'intervention de Moussa Haridji, qui est un adhérent du CNES et qui vous proposera une petite scénette dont il est l'auteur et qu'il a intitulé « Comment ruiner le pays en profitant de la Sécu ». Voilà. Et qui vise à nous faire réfléchir à partir des idées reçues portant justement sur la sécurité sociale. Donc il va tenter l'humour, il n'est pas comédien professionnel, bon, donc ça va être intéressant, c'est la première fois que ça va se produire devant vous. Et puis il y aura quelques échanges après. La seconde partie, on a le plaisir de recevoir Gérard Filoche, qui est fils d'ouvrier, ancien d'ouvrier lui-même, ancien inspecteur du travail, homme engagé depuis longtemps comme militant de la CGT et du Parti communiste français, mais aussi homme politique dans la responsabilité, comme tous les hommes politiques, de réfléchir et de contribuer à apporter des solutions à la condition humaine et fraternelle promise par la devise de notre République. Ce soir, alors que les parlementaires ont du mal à s'entendre pour voter le budget de l'État et celui très important de la sécurité sociale, il donnera son point de vue sur l'histoire de cet outil extraordinaire qu'est la sécurité sociale française, impulsée sous l'occupation par le Conseil national de la résistance et mise en place en 1945 dans le cadre du premier gouvernement du général de Gaulle, grâce en réalité au travail acharné, notamment, de deux personnages dont il convient de se souvenir. Ambroise Croizat, fils d'ouvrier et ouvrier lui-même, militant CGT et du Parti communiste français, et cela qui l'a conduit à devenir ministre du Travail, qui va exercer pendant 2 ans. Et je vous prie de croire qu'en 2 ans de temps, il a fait plus que beaucoup de ministres du Travail ou de la Santé. Pierre Larocque, le deuxième, lui, il était haut fonctionnaire, rédacteur des 2 textes juridiques d'octobre 1945 créant la sécurité sociale, c'est pour ça qu'on fête aujourd'hui cette vieille dame qui a 80 ans, qui est appelé à devenir ensuite, donc Pierre Larocque, il va devenir le directeur de l'action sociale. Mais avant d'engager la première partie, je voudrais faire un hommage particulier à ce personnage que j'ai nommé Ambroise Croizat. Eh bien parce que, moi qui m'occupe de l'histoire c'est compliqué, et de temps en temps, on fait passer à la trappe des acteurs qui sont des acteurs principaux, et lui, on l'a passé à la trappe. Au profit du haut fonctionnaire, Pierre Larocque, qui est quelqu'un de super, mais dire que le père de la sécurité sociale, c'est Pierre Larocque, c'est à un moment donné une tromperie, en ce sens que c'était aurait été un mouvement collectif où Ambroise Croizat a joué un rôle considérable. Alors je vais vous le rappeler. Ambroise Croizat, il est né en 1901, il est décédé en 1951. Il était dans l'exigence et l'implication de tous dans la solidarité nationale. L'implication de tous, pas seulement de quelques-uns. Dès l'apparition du programme du Conseil national de la résistance, en mars 1944, c'est en réalité toute une équipe qui va se mettre à l'œuvre pour réaliser ce que Crouzat appellera le système le plus humain, le plus juste, basé sur une vraie solidarité nationale qui permet de garantir à tous une véritable protection sociale. Dès avril 1944, à Alger, un groupe de l'Assemblée consultative, impulsé par Croizat,
définit les grandes lignes du projet. Il faut vous dire que Croizat, avec tout le groupe des députés communistes, avait été arrêté à l'Assemblée nationale, mis en prison, et ensuite amené en geôle à Alger. Et quand il y a eu le débarquement américain, il a encore fallu attendre plusieurs mois avant de les libérer, et donc ils se mettent au travail, sans avoir perdu aucunement, on va dire, la langue qu'ils avaient pour construire, on va dire, cette belle chose que va devenir la sécurité sociale. Alors, la commission, elle réunit en réalité des syndicats, des associations familiales, des TOF aussi, et puis il y a les services du ministère de la Santé qui mettent également la main à la pâte. Fin septembre 1944, le contenu est fixé. Reste à donner la mouture de la loi, c'est la plume de Pierre Larocque. Il a la formation juridique qui convient. Et donc il va être le futur directeur général de la Sécurité sociale qui va transformer les apports de chacun en une ordonnance qui paraîtra le 4 octobre 1945. Il y en aura une deuxième qui va suivre aussitôt. Il faut rappeler qu'à l'époque, en 1945, à la Libération, il y avait seulement un tiers de la population qui était véritablement protégée. Les autres ne l'étaient pas. Donc c'était la protection contre la maladie, et puis bien sûr il y avait les ayants droit. Donc à peine un tiers de la population. Et l'ordonnance n'avait fait en réalité qu'énoncer, c'est les mots. Alors les mots sont nécessaires, je ne critique pas. Il faut les mots, mais il faut que les mots soient suivis des faits. Et donc il énonce les principes. Mais il fallait créer l'édifice. Et bien ce sera l'œuvre principale de Crouzat. Entouré d'une équipe. Il devient le bâtisseur de la sécurité sociale. Il y consacre l'essentiel de ses 2 années de ministère. 2 ans d'un chantier immense, rendu possible par le vaste élan de solidarité et le nouveau rapport de force politique qui suit la libération. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la CGT était très forte. Elle n'avait pas implosé. Il n'y avait pas encore la création de FO, etc. Et donc il faut se remettre dans ce contexte-là. Le général de Gaulle, en réalité, ne pouvait pas faire autrement que de tenir compte de ce rapport de force, d'autant que le Parti communiste, qui avait été très conspué au moment de l'accord entre la Russie et les nazis, s'était fractionnée elle-même, ça avait été un véritable problème, beaucoup de gens avaient quitté le Parti communiste. Mais le Parti communiste s'est impliqué ensuite très fortement dans la résistance. Voilà. Il a acquis ses lettres de noblesse, on va dire, à ce moment-là, et le général de Gaulle ne pouvait pas ignorer, on va dire, la force que représentait le Parti communiste, notamment par rapport à la défense intérieure par le fait de la résistance. Alors, il s'agit, en 1945, avec Crouzat, eh bien, rien de moins que de substituer à l'immense fatras des 1093 caisses diverses et organismes privés un système cohérent, décentralisé, bâti autour de 138 caisses primaires d'assurance maladie et de 113 caisses d'allocation familiale, essentiellement gérées, et ça c'est très important, au début tout au moins, par les travailleurs eux-mêmes. Quand on dit les questions de santé, ça intéresse les gens. Et pourquoi est-ce que les gens ne seraient pas en capacité de gérer eux-mêmes ce qui le regardent au premier rang? C'est la question démocratique. Rien ne pourra se faire sans vous, clame Croizat à l'adresse des travailleurs, le 12 mai 1946. La sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle réclame vos mains. L'appel est entendu. Ce sont les mains qui vont construire. Pour chaque caisse, il faut trouver des locaux, du personnel, créer des sections locales, des correspondants d'entreprise, tenir des permanences dans les mairies, installer un réseau d'agents itinérants qui sillonneront les campagnes pour récupérer les dossiers et les feuilles de soins. S'y ajoute la rencontre avec les responsables de chacune des ex-caisses, la nécessité de les convaincre de faire ensemble l'état des comptes, de reprendre aux compagnies d'assurance privées la gestion des accidents du travail,
Vous imaginez tous les freins qu'ils mettaient? C'était la dépossession au profit d'une sécurité sociale pour tous. Lors des élections du 21 octobre 1945, le Parti communiste français devient le premier parti de France. Ambroise Croizat, ancien ouvrier métallurgiste, est nommé ministre du Travail. C'est le 21 novembre 1945, dans le deuxième gouvernement du général de Gaulle. Et c'est à lui que revient, par conséquent, le rôle de porter politiquement le projet de loi sur la sécurité sociale et de le défendre devant l'Assemblée. La presse et aussi les groupes d'intérêt qui s'y opposent. Ça s'est fait dans la douleur. À la tête de ce ministère, en 18 mois, Croizat dépose de nombreux projets de loi, allant de la représentation syndicale à la médecine du travail, en passant par divers risques couverts par la sécurité sociale. La sécurité sociale se construit dans un climat particulièrement conflictuel. Le patronat, cadres, professions libérales et agriculteurs refusent d'être assujettis au même régime que les salariés, tandis que les médecins libéraux craignent d'être fonctionnalisés. Face à ces oppositions multiples, Croizat veut sauver, on va dire, l'essentiel. Donc, il faut négocier, il faut trouver une voie de passage. Ils doivent faire pour le moment, construire des compromis, comme on dit, sans tomber dans une compromission. C'est compliqué. Mais Croizat démontre un certain pragmatisme. Afin de sauver l'essentiel, il donne partiellement satisfaction à la mutualité, mais aussi aux cadres et aux agriculteurs. Au passage, pour les agriculteurs, comme on est en milieu rural, je rappelle que souvent, les femmes qui bossaient n'ont pas cotisé et se trouvent en difficulté le moment venu quand il faut prendre la retraite, parce qu'on se rend compte que n'ayant pas cotisé, elles ne sont pas ayant droit. C'est un problème. Le 22 mai 1946, l'Assemblée constituante votait unanimement le projet de généralisation de la sécurité sociale et de la retraite que lui présentait Ambroise Croizat. On appelait ça la loi Croizat, qui devait permettre à l'ensemble de la population de bénéficier du système et pas seulement les salariés. La sécurité sociale était alors lancée comme un navire que l'on a construit pour une équipée de longue haleine. Vous verrez, c'est très bien dit dans l'exposition, que vous avez eu le temps de regarder un peu, vous pourrez regarder ensuite. Cependant, ça demeure encore compliqué parce que la droite chrétienne et la mutualité s'opposent avec vigueur à ce nouveau régime et tentent d'en retarder l'application. Ambroise Croizat prend la parole à l'Assemblée le 8 août 1946. Après avoir rappelé que la sécurité sociale est une réforme d'une trop grande ampleur pour que quiconque puisse en réclamer la paternité exclusive, il ajoute qu'elle est l'instrument de tous les progrès sociaux qui doivent, dans l'avenir, se réaliser. Pour conclure, je dirais que le volontarisme politique d'Ambroise Croizat se manifeste dans l'implantation des caisses sur l'ensemble du territoire. Il s'appuie directement sur les militants de la CGT, avec lesquels il conserve un contact permanent. C'est très important d'être toujours branché sur le réel. Et le 17 février 1951, une foule immense de près d'1 million de personnes descend dans la rue pour accompagner le cortège funéraire du ministre des Travailleurs jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. C'est un héros du peuple. C'est Victor Hugo qui avait eu quelque chose de similaire. C'est pour vous donner une idée du côté populaire, on va dire, d'Ambroise Croizat. Vous vous rendez compte? On l'a mis à la trappe. C'est pas possible. Il s'est battu pour inventer et instituer le système de sécurité sociale moderne. Alors, il faut souligner la remarquable coopération et la conjugaison des forces de ces deux constructeurs de la sécurité sociale, instruits de l'évolution des questions sociales en Europe, qu'étaient Ambroise Croizat et Pierre Laroque, pour réaliser concrètement en France, avec l'aide de l'État, un système volontaire contributif de sécurité sociale porté par les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire, c'est très important, en rupture avec l'assistance charitable. Il ne faut pas oublier la France, fille aînée de l'Église, la question de la charité. Et là, on change de logiciel et la sécurité sociale en est quelque chose de très emblématique. Bon, mais ça, Gérard pourra développer des choses. Merci aux organisateurs de cette soirée.
Et moi, je vous souhaite une excellente soirée et puis place à l'intervention. La première, donc, avec la question des jeunes qui ont fait un travail en milieu scolaire. On a axé l'idée d'inclure les jeunes dans le projet. Donc on a rencontré un jeune élu de la commune de Bruyères, hein, qui est passé par le conseil des jeunes, le conseil communal des jeunes. Donc on lui a demandé de concevoir, enfin on a vu avec lui et il nous a permis de concevoir un questionnaire sur smartphone, en fait avec un QR code. Donc on a posé quelques questions simples, voilà les résultats. Donc il a plu au cours de ces différentes rencontres, parce qu'on a eu sur Bruyères une rencontre de la jeunesse auquel il participait et donc le QR code était mis à disposition à ce moment-là. Il y a eu aussi une rencontre départementale de la jeunesse et il portait ce projet-là aussi à ce moment-là. Donc il a réussi à récolter une cinquantaine de questionnaires de jeunes entre 12 et 25 ans. Ensuite, voilà, on passe à la moulinette et on a les proportions par rapport aux questions. Donc, la sécurité sociale a-t-elle évolué dans le temps? Oui, à une grande majorité des jeunes. Comment gérer administrativement la sécurité sociale? Donc, une gestion démocratique. Donc, ce sont les représentants des cotisants, salariés et employeurs qui gèrent le budget. Une gestion par la loi votée au Parlement. On voit que c'est partagé. Alors, le questionnaire portait quand même sur l'origine de la sécurité sociale. Comment c'était au départ. L'idée était là. Donc la sécurité sociale se compose des jeunes. Quel est le mode de financement de la sécurité sociale? Un financement par impôt, un financement par cotisation. Vous voyez les proportions. Comment est prévue la prestation? Une prestation individuelle à la carte, une prestation universelle, identique pour tous. Comment est organisée la gestion financière de la sécurité sociale? Une caisse unique pour la maladie, les accidents de travail, la vieillesse et la maternité. Une caisse pour chacune de ces 4 branches. C'est partagé au niveau des résultats. Et puis une question qui était toute simple, c'était de savoir à quel moment a été créée la sécurité sociale. Donc il y avait la Révolution française, la fin de la Première Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les résultats. Voilà sur un panel de 50 personnes. Donc je remercie, c'est Télio Maubré qui a mis en place cette action-là. Donc voilà, merci à elle. Comment ruiner le pays en profitant de la Sécu? Acte 1er, les raisons de la colère. Amélie! Amélie! Vous avez vu Amélie? Je la cherche. Vous l'auriez pas vue. Il paraît qu'elle fête ses 80 ans cette année. C'est pour ça que je suis venu. Amélie, le public est là. Tu peux venir? Bon. Je commence sans elle. Amélie, elle a 80 ans. 80 ans. Ça fait 80 ans qu'elle nous orme. Bon, je vais rester poli, il y a du monde. Vous savez, moi, je suis contre le système. Et Amélie, elle fait partie du système. Je trime comme un forçat. Et le système me prend tout pour leur donner aux assistés. C'est Nicolas qui paye, comme dirait l'autre. Quand je le déplore, les gens me disent « Mais non, t'as tort, Amélie est là aussi pour toi en cas de pépin ou pour tes vieux jours. » Ouais. Mais enfin, moi, j'ai appris à ne compter sur personne. Je suis un dur.
un travailleur, car le travail c'est la santé. Et quand il m'arrive des bricoles, j'en règle ça tout seul. Si chacun se prenait en main, il n'y aurait pas besoin d'Amélie. Amélie nous coûte cher, alors qu'elle alimente les faibles et les profiteurs. Regardez-moi tous ces fainéants de chômeurs, ces hordes de retraités qui ne méritent pas leur retraite, ces femmes diaboliques qui enfantent juste pour toucher les allocs, et ces tirs au flanc de fonctionnaires, bien sûr, qui font augmenter la dépense publique et qui abusent des congés maladie pour se tourner les pouces à vie. On le sait très bien. Et je dis ça sans être raciste envers les pouces. Moi, je dis, la seule solidarité qui devrait exister, c'est celle qu'on se fait à soi-même pour ces vieux jours. La seule chose que chacun mérite, c'est le pain qu'il gagne à la sueur du front. Ou encore le fric qu'il ose courageusement mettre en jeu comme je le fais au PMU. Pas de bras, pas de chocolat. Quand je dis que ce système, c'est de la dictature, je n'ai pas tort. Tenez, regardez le logo de l'URSSAF. L'URSSAF, ces fanatiques enragés de la taxe, c'est sensu. Ils se cachent même pas puisqu'il y a URSS dans leur nom. Simple coïncidence? Je crois pas. L'URSSAF, c'est des despotes et bureaucrates bolcheviques qui t'envoient au goulag si tu ne finances pas les vacances des profiteurs qui vivent à tes crochets. Et ça, je suis pas le seul à le dire. Vous vous souvenez de la chanson des Inconnus sur les taxes? Ils disaient que l'URSSAF, c'est des vampires. Et moi, j'ajouterais même qu'Amélie, enfin la Sécu, est une pieuvre et l'URSSAF une de ses tentacules. Je sais plus où j'avais vu ça aussi, un article du Figaro de février 48, ça date. Cet article, il disait un truc similaire. Il disait que la sécurité sociale est un monstre à 5 pattes qui allait et dévore ses enfants. C'est très visionnaire. Et le dessin qui l'accompagne, je le trouve très réussi. Il est digne d'un Leonardo DiCaprio de Vinci. En tout cas, moi, je vous le dis, si je me lance en politique, j'aurai des solutions à tout. Le problème de notre pays, c'est le coût du travail, les charges sociales et la trop grande générosité du système. Tout sera de pire en pire à cause de ça. J'achèverai de les réduire à néant. Tous les experts sur CNews, sur RMC et sur TikTok le disent. Écoutez, l'homme a inventé le feu. Et s'il provoque des incendies, c'est parce qu'il sait qu'il y aura derrière des pompiers pour les éteindre. Donc en principe, s'il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de feu. Pas de femme de ménage, donc pas de poussière. Et ainsi de suite pour tout ce qui nous coûte un pognon de dingue. Pas de profs, pas d'élèves en difficulté, pas d'assurance chômage, pas de chômeurs. Eh oui, parce qu'il y en a qui voudraient que France Travail s'appelle France Paresse. Et donc pas de prévision météo, pas de catastrophe naturelle, pas d'assurance maladie, pas de maladie ni d'arrêt maladie, pas de sécu, pas de trou de la sécu, ni de profiteurs. Ah, tout est dit sur la sécu. Bon entendeur. Donc là, c'est la transition à l'acte 2. Change de costume, change de personnage aussi. Acte 2, la colère de la raison. Voilà. Parti. Bonsoir. J'y ai tout entendu. Cela dit, je m'abstiendrai de tout commentaire. Quoiqu'il me paraît essentiel de rectifier 2-3 petites erreurs factuelles, si ce n'est la totalité de ce tissu de mensonges, d'âneries et de balivernes. Oui, ce laïus était à vomir, et je suis bien lassé de l'entendre toujours lorsque j'ouvre le journal papier ou télévisé.
Oh, diable que c'est infect et vulgaire. Je m'en vais vous dire la vérité. Oh, chers concitoyens. Et toi aussi, petit tribun des marécages, tu es enjoint à ouïr mon exposé qui ne court pas les rues. Ainsi, d'après toi, les dépenses de sécurité sociale ne seraient que des dépenses improductives qui financent des êtres improductifs. Les médecins conventionnés du secteur 1, aïe, un gros mot. Les infirmières et le personnel hospitalier sont salariés par la Sécu. Ces personnes se surpassent quotidiennement, mais à tes yeux, ça reste des feignasses. Soit. Secondo, on voit bien que tu n'as jamais éduqué d'enfant, car si ça avait été le cas, tu admettrais que ce n'est pas un travail de tout repos, et que tout compte fait, ça mériterait bien d'être reconnu par les allocations familiales. Il est inouï aussi de voir que tu qualifies les fonctionnaires de dépenses. Si l'on suit ton raisonnement, lorsque des salariés du privé produisent, y compris des choses néfastes pour l'humain et la planète, ils sont productifs. Mais lorsque les fonctionnaires produisent de la valeur, en toute circonstance, ils dépensent. C'est un comble. Et je passe sur tous les êtres qui ne sont pas ou plus en emploi que tu méprises en toute méconnaissance de cause. Les retraités ou encore les chômeurs. La poutre que tu as dans l'œil t'empêche de voir toutes leurs contributions non négligeables au bien commun. Et c'est cette contribution que leur pension en tant que salaire reconnaît. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement en emploi, tous ces êtres sont des travailleurs. Et la Sécu et l'ensemble des droits qui en découlent sont précisément des droits de travailleurs. Car oui, la Sécu n'a pas été créée pour ponctionner les travailleurs ou pour les embêter avec de la paperasse, mais au contraire pour mieux les reconnaître et les protéger dans et au-delà de l'emploi. Au départ même, comme Jacques l'a très bien dit, les caisses de Sécu étaient principalement gérées par eux, les travailleurs, entre autres pour éviter la dérive bureaucratique. La Sécu n'a pas été créée contre les travailleurs. Sinon, comment expliquer que ces derniers furent en 1946 grandement investis dans la mise en œuvre effective de cette institution et que celle-ci a largement participé à l'amélioration de leurs conditions. Parlons maintenant du fameux trou de la Sécu que tu évoquais, petit tribun, avec insistance. Il serait, selon toi et tes experts, causé par la générosité toujours plus excessive du système. Les gens profiteraient et frauderaient donc à gogo. Les pensions et prestations coûteraient au-delà du raisonnable. Non, c'est une entourloupe. Les dépenses augmentent certes, mais en raison de l'augmentation des besoins réels et légitimes. Il y a davantage de personnes âgées, l'équipement technique des hôpitaux est de plus en plus sophistiqué et donc onéreux. Il y a l'inflation, la fameuse. La solution serait-elle, comme souvent répété, de réduire les dépenses. Jusqu'à preuve du contraire, dans la Sécu comme ailleurs, il n'est guère possible de produire plus et mieux avec moins. Non, le problème n'est pas là, pas dans la dépense. Demande-toi plutôt pourquoi il n'y a pas assez de recettes par rapport à ce qu'il faudrait. Tu verrais ainsi, comme par magie, via ce tableau par exemple, que depuis bien une trentaine d'années, on allège les cotisations que tu nommes charges sociales. C'est ce qui, dans une large mesure, entre toute autre chose, assèche les ressources de la Sécu. On ne peut pas priver quelqu'un de nourriture et venir ensuite déplorer qu'il soit boiteux. Pour finir, sur un tout autre registre, je vais te montrer comment tes experts des plateaux TV construisent leur discours. Admettons que je sois l'expert autoproclamé et qu'une journaliste me pose une question sur la Sécu. Donc là, je joue la journaliste. Chers téléspectateurs, nous avons aujourd'hui la chance
d'accueillir sur notre plateau un grand expert reconnu de notre système de protection sociale. À l'heure où la Sécu souffle ses 80 bougies et où son budget s'apprête à être voté à l'Assemblée nationale, sachant que c'est une institution toujours plus coûteuse pour notre économie, quelles mesures de bon sens préconisez-vous, tout en se souciant bien sûr de préserver ce bien commun? Donc là, en tant qu'expert, je réponds. Madame la journaliste, qui avait eu la sagesse de m'inviter sur votre plateau, mesdames et messieurs les téléspectateurs, je vais vous faire part de mes lumières quant à la question fondamentale qui vient de m'être posée. Alors là, je fais une parenthèse en vous montrant à vous, public, les coulisses de la chose. Je recours à la boîte à mots magiques, ah oui, je triche, pour vous énoncer des phrases toutes faites. Vous allez voir, ça marche tout seul. Même vous, chez vous, vous pourrez vous amuser si jamais vous tombez sur ce qui va arriver très prochainement. Il suffit de piocher les mots sur les différents tableaux qui s'afficheront, par exemple celui-là, tenez, en allant d'une colonne à l'autre, comme ça, de gauche à droite. Donc là, on est sur le tableau numéro 1, et là, je reprends mon rôle d'expert. Si nous voulons préserver notre chère Sécu, tout en honorant l'impératif de rendre le travail toujours plus payant, nous devons bien avoir en tête que le coût du travail en France compromet les indicateurs efficients de la production. Voilà, vous voyez, ça marche tout seul. Et là, je continue à faire des phrases, voilà. Donc, par exemple, je dis, étant donné aussi que la rigidité du droit du travail complexifie les paramètres organisationnels de la création d'emplois, donc, étant donné aussi que bon, alors, nous ne pouvons donc nous départir de la nécessité de contractualiser les prestations pour renouveler les pratiques responsables et ainsi alerter l'opinion sur les dépenses passives. Si cela passe par le renforcement du contrôle, pour stimuler l'ambition et prémunir contre l'écart entre les actifs et les inactifs, alors, et là je passe au dernier tableau, le tableau 3 qui s'affiche, pour faire ma conclusion. Alors, maîtriser la générosité du système en allongeant la durée du travail fertilise le savoir-faire. Donc là, j'enlève ma casquette d'expert médiatique pour vous dire ceci. Nous avons eu là la démonstration et même la preuve que ce que nous entendons, les discours que nous entendons ne sont en fait que des mots agencés en vue de toujours nous faire ressentir qu'il y a constamment quelque chose qui cloche avec la Sécu, ça ne va jamais avec elle, et qu'il conviendrait de la réformer dans un sens précis. Ce ne sont que des mots, mais qui font tout de même leur effet, car loin d'être efficacement combattus, d'une part, ils servent de boîte à outils aux politiques du salaire et de sécurité sociale de ces 40 dernières années, et d'autre part, ils contribuent au fatalisme ambiant, au défaitisme et à la résignation de ceux-là même qui en subissent les conséquences. Nous leur accordons en général bien plus de crédit qu'on ne le devrait, alors qu'en nous concentrant sur les réalités qu'ils cherchent à occulter, nous y verrions d'autres horizons non moins réalistes et réalisables qui jusque-là nous ont paru soit désuets, soit utopiques. Je vous remercie.